Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est l'affiche qui fait vibrer les passionnés de football. Et c'est de ce choc que nous parlons aujourd'hui dans cette émission. Vive la CAN, vive ce match, et vivement ce dimanche à 21h. Le 28 décembre 2025, les deux nations vont se retrouver pour ce qui sera déjà leur 18e confrontation officielle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un instant pour présenter les forces en présence. D'un côté, le Cameroun. Les Lions indomptables en sont à leur 22e participation à la Coupe d'Afrique des Nations, avec 5 titres remportés en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017. Ils ont également disputé 2 finales perdues, en 1986 et en 2008. Sur le plan mondial, le Cameroun ne sera malheureusement pas présent à la prochaine Coupe du Monde, après une élimination douloureuse en barrage face à la RDC. En revanche, il s'agit de leur 6e participation consécutive à la CAN, preuve d'une certaine régularité sur le continent. En face, la Côte d'Ivoire affiche aussi un palmarès solide. Les éléphants comptent 26 participations à la CAN et 3 titres, remportés en 1992, 2015 et tout récemment en 2024. Ils arrivent d'ailleurs avec le statut de champion en titre, après avoir remporté la CAN qu'ils ont eux-mêmes organisée en 2024. Bonne nouvelle également pour eux. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour la Coupe du Monde, ce qui témoigne de la solidité actuelle de cette équipe. Même si elle a terminé derrière la Zambie lors des éliminatoires de la CAN, son bilan reste impressionnant. 12 buts marqués, seulement 3 encaissés durant ses qualifications. Et ce n'est pas tout. Lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde, les Ivoiriens ont engrangé 26 points, inscrit 25 buts et n'en ont concédé aucun. Une attaque redoutable et une défense intraitable. La question qui se pose naturellement est donc la suivante. Le Cameroun doit-il craindre cette Côte d'Ivoire? À ce niveau de compétition, il ne s'agit ni de peur ni de complexe. En football, comme dans toute discipline sportive, le respect est essentiel. On ne sous-estime pas l'adversaire, mais on ne le craint pas non plus, même s'il affiche de belles statistiques ou un passé glorieux. Le football n'est jamais une science exacte. Ce qui s'est passé hier ne garantit rien aujourd'hui. Nous avons affaire à 2 équipes solides, bien structurées et qui se connaissent parfaitement. Certes, le Cameroun a déjà battu la Côte d'Ivoire par le passé, notamment lors des qualifications pour le Mondial 2022, mais cela ne signifie absolument pas que le même scénario se reproduira. En tant que supporter camerounais, on peut évidemment espérer et même voir une victoire des Lions. Mais si l'on s'en tient aux chiffres et à l'analyse froide, rien ne permet d'affirmer avec certitude que le Cameroun part favori. Justement, parlons de l'historique des confrontations. Selon les chiffres officiels de la CAF, les 2 équipes se sont affrontées 17 fois depuis 1970, la toute première rencontre ayant eu lieu lors de la CAN 1970 au Soudan, remportée par le Cameroun sur le score de 3-2. Le bilan global donne 9 victoires au Cameroun, 5 à la Côte d'Ivoire et 3 matchs nuls. La dernière double confrontation remonte aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Victoire ivoirienne 2-1 à Abidjan, puis succès camerounais 1-0 à Douala au stade de Japoma en 2021. Ces statistiques peuvent-elles jouer sur le plan psychologique? Honnêtement, dans un match Cameroun-Côte d'Ivoire, personne n'a besoin d'être motivé par des chiffres. C'est une affiche qui se suffit à elle-même. Les joueurs savent ce que représente ce duel, l'enjeu, la rivalité, la fierté nationale. Les statistiques appartiennent au passé et ne rentrent pas sur le terrain. Cela dit, il existe chez les Lions indomptables un état d'esprit particulier face aux grandes nations africaines. Que ce soit contre l'Égypte, la Côte d'Ivoire ou d'autres cadors du continent, le Cameroun a toujours montré une capacité à se transcender. Même lorsque l'équipe n'est pas annoncée favorite, elle reste redoutable. On se souvient d'ailleurs que lors de certaines CAN, le Cameroun s'est présenté avec un groupe formé en très peu de temps, ce qui poussait beaucoup d'observateurs à ne pas miser sur lui. Pourtant, après les premiers matchs, nombreux sont ceux qui ont dû revoir leurs pronostics. Pour ce match face à la Côte d'Ivoire, il est donc important de relativiser l'historique et de se concentrer sur les forces en présence aujourd'hui, sur la dynamique actuelle des 2 équipes et sur ce qui se jouera réellement sur le terrain. Pour finir, rappelons quand même un chiffre intéressant.
Cameroun et Côte d'Ivoire se sont affrontés à 8 reprises en phase finale de CAN. Bilan, 5 victoires pour le Cameroun, 3 pour la Côte d'Ivoire, avec 2 rencontres décidées au tir au but. Des chiffres qui montrent à quel point cette rivalité est serrée et qui promettent encore un match intense et indécis. Il faut aussi rappeler qu'en 2015, lors de l'une de leurs dernières grandes confrontations, c'est grâce à un but de Max-Alain Gradel que la Côte d'Ivoire avait pris le dessus. Mais aujourd'hui, au-delà de l'histoire, parlons surtout de la forme actuelle, car c'est un élément essentiel dans l'analyse d'un match de ce niveau. La dynamique peut clairement donner des indications sur ce qui peut se passer sur le terrain. Si l'on regarde les 5 derniers matchs du Cameroun, le bilan est plutôt mitigé. Les Lions indomptables comptent 2 victoires, notamment un succès récent face au Gabon sur le score de 1-0, puis une victoire 2-0 contre l'île Maurice. À cela s'ajoutent 2 défaites, face à la RDC et au Cap-Vert, dans un contexte que tout le monde connaît, ainsi qu'un match nul contre l'Angola 0-0. En face, la dynamique de la Côte d'Ivoire est beaucoup plus impressionnante. Sur leurs 5 derniers matchs, les éléphants affichent 4 victoires pour une seule défaite, avec 13 buts inscrits et un seul encaissé. Ils se sont imposés 1-0 contre le Mozambique, ont battu Oman 2-0, perdu de justesse face à l'Arabie Saoudite 2-1, puis ont largement dominé le Kenya 3-0 et écrasé les Seychelles 7-0. On est clairement face à une attaque en feu capable de faire très mal à n'importe quelle défense. La question est donc simple, la clé du match se jouera-t-elle sur le plan défensif? Faut-il chercher avant tout à verrouiller derrière et à mettre en place une stratégie pour contenir les attaquants ivoiriens? Est-ce sur cet aspect que le sélectionneur camerounais, David Pagou, doit concentrer son travail? Personnellement, je ne le pense pas. On ne va pas dans un match Cameroun-Côte d'Ivoire pour défendre. On va chercher les 3 points. Certes, lors du premier match contre le Gabon, le Cameroun avait opté pour un système très prudent, presque totalement défensif, et cela avait fonctionné. Mais reproduire ce schéma face à la Côte d'Ivoire serait, à mon sens, extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que le Cameroun ne peut pas aller à une Coupe d'Afrique des Nations avec son histoire et son statut pour jouer petit bras. Défendre pour quoi faire? Défendre un match nul? Défendre pour ne pas encaisser? Non. Défendre, oui, mais pour mieux attaquer et surtout pour marquer. Aller affronter la Côte d'Ivoire en restant recroquevillé derrière, c'est quasiment se condamner soi-même. Quand vous avez en face des joueurs comme Bryan Mbeumo, parmi les meilleurs attaquants de Premier League, un jeune buteur très prolifique comme Eto'o, sans oublier d'autres éléments offensifs capables de faire la différence, vous ne pouvez pas vous contenter d'attendre. Le Cameroun aussi doit montrer ce qu'il sait faire offensivement dans cette compétition. Miser uniquement sur un plan défensif serait, selon moi, une erreur stratégique pour une équipe comme le Cameroun, quintuple champion d'Afrique. Bien sûr, la Côte d'Ivoire impressionne, notamment par son parcours en éliminatoire de la Coupe du Monde, où elle n'a encaissé aucun but. C'est une donnée importante que David Pagou doit absolument intégrer dans son analyse. D'autant plus que, côté camerounais, l'animation offensive reste encore perfectible. Face au Gabon, malgré le but inscrit, le nombre de tirs cadrés était très faible, le milieu de terrain manquait de créativité et l'attaque n'a pas été suffisamment alimentée. Cela pose forcément question lorsqu'on s'apprête à affronter une défense ivoirienne aussi solide avec des joueurs comme Ndika, Kosunu ou Gueladoué. Si l'on s'arrête uniquement aux confrontations récentes ou aux performances actuelles, certains diront déjà que la Côte d'Ivoire a gagné ce match avant même de le jouer. Mais ce serait aller beaucoup trop vite. Le Cameroun, face au Gabon, n'a pas encore montré toute l'étendue de son potentiel. Et surtout, il faut rappeler une chose essentielle. La CAN n'est pas un match, c'est une compétition. Le premier match servait avant tout à poser les bases, à montrer que le Cameroun n'est pas venu faire de la figuration, même si l'équipe s'est constituée en peu de temps. Le véritable test, c'est maintenant. David Pagou aura énormément de travail pour trouver la bonne formule afin de percer cette défense ivoirienne très bien organisée. L'axe central, notamment, est d'une solidité remarquable. Ces défenseurs jouent dans de grands clubs européens, se connaissent parfaitement et évoluent ensemble depuis longtemps. Il y a une vraie cohésion, un vrai travail de fond, ce qui explique pourquoi la Côte d'Ivoire peut enchaîner les matchs sans encaisser de but. De l'autre côté, l'attaque camerounaise est encore en construction.
Eto'o a inscrit son premier but après 3 matchs lors des éliminatoires. Kofane n'a presque pas eu de temps de jeu lors du premier match et on ne sait pas encore s'il sera utilisé contre la Côte d'Ivoire. Le principal danger offensif reste Bryan Mbeumo. Et honnêtement, si la Côte d'Ivoire parvient à le neutraliser, le Cameroun pourrait rencontrer de grosses difficultés. C'est là que le sélectionneur doit trouver une alternative, une solution capable de prendre le relais si Mbeumo est bien muselé. C'est véritablement à l'issue de ce match que l'on saura si le Cameroun est prêt pour aller loin dans cette CAN. Lors du premier match, il y a eu beaucoup de déchets techniques, des imprécisions et même le Gabon, pourtant peu inspiré offensivement, a parfois mis le Cameroun en difficulté. Certains propos d'avant-match, évoquant le manque de préparation des Lions, ont sans doute servi de carburant mental aux joueurs camerounais. Car ce genre de déclaration galvanise toujours un adversaire décidé à prouver qu'il est bien une équipe, peu importe le temps de préparation. Enfin, si l'on se penche sur le 11e type ivoirien, notamment celui aligné face au Mozambique, on retrouve Kosunu et Ndika dans l'axe, Konan à gauche, Guéladoué à droite. Au milieu de terrain, 3 joueurs d'expérience, Franck Kessié, Jean-Michel Seri et Sangaré. Devant, des éléments rapides et percutants comme Diandé, Diallo et Amala. Et justement, tout pourrait se jouer là, au milieu de terrain. Si le Cameroun veut gagner, il devra absolument trouver les moyens de neutraliser ce trio ivoirien. Et inversement, si la Côte d'Ivoire impose sa maîtrise dans l'entrejeu, elle prendra un sérieux avantage. C'est peut-être là, plus que partout ailleurs, que se décidera l'issue de cette rencontre. Quand on parle de ce milieu de terrain ivoirien, il faut rappeler une chose essentielle. Ce sont des joueurs qui évoluent ensemble depuis longtemps, certains ayant même connu le très haut niveau européen, notamment dans des clubs habitués aux grandes compétitions, comme le Real Madrid à une époque où ce genre de collectif remportait plusieurs Ligues des Champions d'affilée. Ce même milieu de terrain, on l'a vu à l'œuvre lors de la CAN 2023 organisée en Côte d'Ivoire, mais aussi lors de la CAN 2021 disputée en 2022 ici même au Cameroun. Il y a donc une véritable continuité, une stabilité et surtout une cohésion évidente. Et c'est justement cette cohésion qui leur permet très souvent de prendre le dessus dans l'entrejeu. Côté Cameroun, la situation est différente. Il va falloir mettre en place une tactique intelligente pour contrecarrer ce système ivoirien. Le Cameroun dispose d'un milieu de terrain très jeune, beaucoup plus mobile, avec des joueurs capables de couvrir énormément d'espace. Contrairement aux Ivoiriens, plus expérimentés mais aussi plus âgés, le Cameroun peut miser sur la fraîcheur physique, la vitesse et l'intensité. Évidemment, cette jeunesse doit être encadrée. Un joueur plus expérimenté comme Danasso peut jouer ce rôle de guide, apporter de l'équilibre et calmer le jeu dans les moments clés. David Pagou devra donc trouver le bon dosage entre jeunesse et expérience. Car il ne faut pas se mentir, la bataille du milieu de terrain est le cœur d'un match de football. Celui qui contrôle cette zone contrôle très souvent le tempo du match. Et face à un adversaire comme la Côte d'Ivoire, gagner cette bataille devient primordial. Entrons maintenant dans le sujet du 11e du Cameroun pour ce match face à la Côte d'Ivoire. On a vu le dernier 11 ivoirien aligné contre le Mozambique. La question est donc simple. Que doit changer David Pagou côté camerounais ? Faut-il conserver le système actuel, que ce soit un 3-5-1 ou un 3-4-3 ? Ou faut-il revoir certaines choses, notamment dans la composition de l'équipe ? Si des changements doivent être faits, pour moi, ils commencent d'abord par la défense et plus précisément par la charnière centrale. Lors du match face au Gabon, cette charnière était composée de joueurs relativement inexpérimentés à ce niveau de compétition. En retirant Tolo, on se retrouvait avec Koto et Cheon qui n'ont pas encore une grande expérience de la CAN. On a senti une défense en difficulté. Manque de relance propre, problème de couverture, hésitation dans les placements. Il y a même eu une perte de balle qui aurait pu coûter très cher. Soyons honnêtes, ce jour-là, le Cameroun a aussi eu un peu de réussite. Pour moi, David Pagou doit corriger cela immédiatement. Si le système à 3 défenseurs est maintenu, alors la modification doit se faire au niveau de la charnière centrale. C'est indispensable. On ne peut pas se permettre autant d'approximations face à une attaque ivoirienne aussi dangereuse. Maintenant, se pose aussi la question humaine. Que faire de joueurs comme Christophe ou Boyomo s'ils restent sur le banc ?
Peuvent-ils se sentir frustrés? C'est possible. Mais le football de haut niveau est aussi une question de choix fort. Personnellement, dès le départ, j'ai eu du mal à comprendre cette défense expérimentale mise en place par David Pagou. J'ai vraiment été surpris. Tim Allon, par exemple, est arrivé presque à la dernière minute pour remplacer un joueur blessé, et il se retrouve titulaire lors du tout premier match. Cela pose question. Je m'attendais plutôt à voir Christophe dans cette défense. Certes, il n'a pas toujours été irréprochable, notamment lors du match contre le Cap-Vert en éliminatoire de la Coupe du Monde, mais il reste un joueur qui a déjà disputé une Coupe du Monde, une CAN, et qui connaît les exigences du très haut niveau avec la sélection nationale. Comparé à des joueurs arrivés récemment dans la tanière et propulsés titulaires presque du jour au lendemain, Christophe offrait au moins des garanties en termes d'expérience. Si le Cameroun avait perdu ce premier match contre le Gabon, les critiques auraient été extrêmement sévères, notamment à cause de ses choix défensifs très risqués. Si je me mets à la place de David Pagou aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir la défense, apporter plus d'expérience, plus d'autorité et plus de sérénité derrière. Face à la Côte d'Ivoire, on ne peut pas se permettre de bricoler. Ce match exige des certitudes, des joueurs capables de gérer la pression et de faire les bons choix au bon moment. C'est à ce niveau-là que se jouera une grande partie de cette rencontre. À ce niveau de la compétition, on ne parle plus du Gabon. Là, c'est la Côte d'Ivoire. Et face à un tel adversaire, il faut clairement plus d'expérience derrière. Pour moi, Christopher W a toute sa place dans cette défense, sauf s'il est blessé ou hors de forme, ce que nous ne savons pas exactement. À ses côtés, Samuel Koto peut rester, car il a déjà montré certaines choses intéressantes. Il y a aussi Niams Georg dans le groupe, qui peut apporter une option supplémentaire. En revanche, je pense qu'on peut, pour ce match précis, mettre Talon de côté. L'idée serait donc de renforcer l'axe défensif avec Christopher, de conserver Samuel Koto pour la continuité et d'apporter plus de sérénité à l'arrière. Face à la Côte d'Ivoire, on ne peut pas se permettre des choix approximatifs. Avançons maintenant vers le milieu de terrain parce que c'est là que beaucoup de choses se jouent. Lors du dernier match, le Cameroun évoluait avec un milieu à 5, incluant 2 pistons. À gauche, Zidane Yongwa, à droite son pendant, jouaient comme des latéraux avec une forte vocation offensive. Leur montée était censée être couverte par les défenseurs centraux. Le problème, c'est que ces pistons ont eu de grosses difficultés au moment de replier défensivement, et cela a fortement fragilisé l'équipe. On l'a vu très clairement. Ce système nous a mis en difficulté dans notre propre camp. Pour cette raison, je ne pense pas qu'il soit judicieux de conserver exactement le même dispositif. À mon sens, David Pagou gagnerait à passer à une défense à 4 avec 3 milieux de terrain et pourquoi pas 2 attaquants, ou alors un 4-2-3-1. Dans ce schéma, on aurait une ligne défensive plus stable, 2 milieux axiaux pour protéger la défense, un meneur de jeu, des ailiers capables de travailler dans les deux sens, et un attaquant de pointe chargé de fixer la défense adverse. Le système à 3 défenseurs avec des pistons est extrêmement exigeant sur le plan physique. Il demande beaucoup d'allers-retours, énormément d'énergie, et face à des joueurs ivoiriens très rapides sur les côtés, comme Diallo, cela peut devenir très dangereux. Lui offrir des espaces sur les ailes, c'est lui donner un boulevard. Concernant le milieu à 3, pour moi, la base doit être claire. Je titularise Baleba en sentinelle, juste devant la défense, avec Dani Namasso et un 3e milieu plus mobile devant lui. Baleba apporte le rythme, l'impact, la récupération et surtout la continuité dans le jeu. C'est une réalité du haut niveau. Un joueur qui ne joue pas en club aura du mal à exister en sélection. Et cela s'est vu. Contrairement à Baleba qui enchaîne les matchs, joue tous les week-ends et dispute même des compétitions européennes avec son club. Faire sortir un joueur en pleine forme pour en faire entrer un sans rythme, c'était selon moi une erreur. Cela ne veut pas dire que Kemen n'a pas sa place dans ce groupe. Simplement, je ne pense pas qu'ils doivent commencer cette rencontre face à la Côte d'Ivoire. En revanche, il peut parfaitement entrer en seconde période pour apporter autre chose et ajuster le système si nécessaire. Il faut reconnaître une chose. David Pagou gère plutôt bien le timing des remplacements. Il n'attend pas la 85e minute pour agir. Il tente de corriger les choses dès la 60e minute. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Le vrai problème, ce n'est pas le moment des changements, mais le choix des hommes et surtout l'impact réel de ces remplacements sur le jeu.
Certains entrants, comme Dinbé ou Jean Onana, n'ont pas apporté grand-chose lors du dernier match. À l'inverse, Magri, quand il est entré, a montré plus de présence et de répondants. Donc oui, Pagou devra continuer à faire des changements au bon moment, mais surtout des changements efficaces, adaptés au contexte du match. Passons rapidement à l'attaque. Pour moi, il n'y a pas débat. Eto'o et Brian Mbeumo sont les titulaires naturels. Tout dépendra ensuite de l'animation offensive, pas uniquement du schéma tactique. Que ce soit un 4-3-3 ou un 4-4-2, l'essentiel, c'est le mouvement, la complémentarité et la capacité à créer des occasions. Le Cameroun fait aujourd'hui avec les joueurs dont il dispose. Certains éléments plus expérimentés auraient pu être appelés, ne serait-ce que pour entrer en cours de match et apporter de la maturité, notamment à des moments clés. Mais pour l'instant, l'attaque peut rester la même que face au Gabon. Pourquoi pas, vers la 65e minute, donner du temps de jeu à Kofané afin de voir enfin ce qu'il peut apporter, car jusqu'ici, on ne l'a pas encore vu s'exprimer pleinement. Enfin, parlons du danger ivoirien numéro 1. Pour moi, c'est clairement Diallo. C'est un joueur intelligent, rapide, capable de dribbler, de faire des appels tranchants et de se placer au bon moment. Si le Cameroun opte pour une défense à 4 et titularise Nolo au poste de latéral gauche, alors Diallo devra s'attendre à une soirée compliquée. Face à ce genre de défenseur, le ballon peut passer, mais pas le joueur. Beaucoup d'ailiers de très haut niveau l'ont déjà appris à leurs dépens. Pour conclure, David Pagou l'a lui-même reconnu en conférence de presse. La Côte d'Ivoire par favorite. Mais il a aussi demandé à ses joueurs de ne pas se laisser impressionner. Sur le terrain, ce ne sont ni les statistiques ni les statuts qui jouent, mais l'engagement, l'intelligence tactique et la capacité à répondre présent dans les moments décisifs. Et c'est exactement là que le Cameroun est attendu. Il faut avant tout respecter la Côte d'Ivoire. C'est un adversaire sérieux, structuré, avec des individualités de très haut niveau, et c'est justement ce respect qui peut faire la différence dans l'approche de cette rencontre. Sur le plan individuel, pour moi, Ahmed Traoré est aujourd'hui l'un des meilleurs éléments ivoiriens. Cela ne fait aucun doute. Mais en même temps, j'estime qu'il y a certains joueurs qui auraient largement mérité d'être présents à cette CAN. Comment expliquer par exemple l'absence de joueurs qui évoluent à un très haut niveau comme celui qui joue à Villarreal? Ou encore Andy Delort. Même s'il n'est pas toujours titulaire en club, il joue, il a du rythme et surtout, il a prouvé en sélection. Quand on se souvient de ce qu'il a apporté lors de la dernière CAN, il est difficile d'admettre qu'il ne figure pas sur cette liste. Même en entrant en jeu pour 20 minutes, ce genre de joueur peut totalement changer le cours d'un match. Il n'a pas forcément besoin d'être titulaire pour être dangereux. Et c'est là où j'ai un vrai problème. Être en forme en club ne garantit pas automatiquement le même rendement en équipe nationale et inversement. On l'a déjà vu des dizaines de fois. On peut prendre l'exemple de Mohamed Salah, parfois moins flamboyant en club, mais toujours décisif avec sa sélection. C'est pour cela que je trouve qu'on a parfois la mémoire courte. Quand la Côte d'Ivoire a remporté la CAN, Andy Delort a joué un rôle essentiel. Il était blessé au départ, puis à son retour, il a littéralement réveillé l'équipe. Il a apporté une âme, une énergie, un supplément d'âme à ce groupe. Aujourd'hui, parce qu'il est un peu moins en vue en club, on le met de côté pendant qu'on fait confiance à Nicolas Pepe pour des raisons qui restent difficiles à expliquer. Si jamais la Côte d'Ivoire venait à passer ce tour, la question se posera forcément. Est-ce que ces choix ne font pas finalement les affaires du Cameroun? On ne va pas s'en plaindre, mais cela pose aussi un débat plus large sur le niveau et la cohérence de notre compétition africaine. Quand on regarde les joueurs ivoiriens que l'on nous présente comme des menaces, on voit également le retour de Zaha, qui évolue désormais aux États-Unis. Honnêtement, lors du premier match, je ne l'ai pas trouvé étincelant. On attend encore de voir ce qu'il peut réellement apporter. Personnellement, j'aurais eu beaucoup plus de crainte si un joueur comme Delort était entré vers la 65e minute, au moment où certains joueurs camerounais commencent à baisser physiquement, ou même si Nicolas Pepe avait été utilisé dans ce contexte précis. Malgré tout cela, le Cameroun conserve ses chances, car après la phase de groupe, la Côte d'Ivoire pourrait aussi rencontrer de sérieuses difficultés face à de grandes nations. Et à ce moment-là, le sélectionneur ivoirien devra rendre des comptes sur certains choix. Pour ma part, je ne vois pas la Côte d'Ivoire aller très loin après la phase de poule.
D'accord, monsieur le prophète, dira-t-on. Eh bien, on va suivre ça de très près. Passons maintenant au pronostic. Mais avant cela, une information fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Francis Ngannou a misé sur le Cameroun comme vainqueur de la CAN 2025. Le montant est impressionnant, 3 200 €, soit plusieurs millions de francs CFA. La question est simple, est-ce un pari fou? Pour moi, non. C'est avant tout un acte de patriotisme. Personnellement, je n'aurais pas parié au vu de la préparation, qui n'a pas été sereine du tout. Un sélectionneur nommé à moins de 2 jours, une préparation improvisée et surtout la mise à l'écart de nombreux joueurs expérimentés. Aujourd'hui, on regarde cette équipe et on constate l'absence de cadre à presque tous les niveaux. Pas de Ngadeu en défense, pas de Zambo Anguissa au milieu, pas de Vincent Aboubakar ou de Choupo-Moting en attaque. Ce sont pourtant des joueurs capables d'apporter de l'expérience, de la maîtrise et du leadership dans les moments difficiles. Oui, le Cameroun a peut-être remporté une première bataille, mais la guerre ne fait que commencer. Alors, est-ce que ce genre de soutien peut booster davantage les Lions indomptables et les pousser à se surpasser? Merci à tous, merci à toutes. On se retrouve très bientôt pour débriefer ce match, peut-être pour célébrer une victoire des Lions indomptables du Cameroun. À très bientôt, dans quelques jours, ou peut-être même dans quelques heures. Portez-vous bien. Ciao ciao, bye bye.